Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous demander de quelle manière Staline parvient au pouvoir. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la Russie du tsar Nicolas II apparaît comme en retard industriellement, socialement et démocratiquement. Industriellement, car l'industrialisation est limitée à quelques secteurs géographiques. Socialement, car la société russe, de son côté, est particulièrement inégalitaire, en particulier dans les campagnes. Démocratiquement, car le tsar Nicolas II, qui a mis en place un embryon de régime parlementaire avec la mise en place de la Douma, est redevenu un autocrate qui décide seul. La guerre n'a fait qu'accentuer cette situation. L'économie russe ne peut fournir à ses soldats armes, munitions, vêtements ou vivres. Le dénuement des soldats, affamés, mal équipés et sacrifiés pour l'honneur, est tel que près d'1 million d'entre eux désertent. Cette désorganisation, causée par l'économie de guerre, touche les transports, réquisitionnés pour les besoins de l'armée, et la priorité des fournitures industrielles à celle-ci. En conséquence, les paysans ne reçoivent plus le matériel nécessaire pour cultiver, et refusent donc de livrer leurs grains. Les villes industrialisées, de leur côté, ne reçoivent plus les matières premières nécessaires à leur économie, et mettent au chômage leurs ouvriers. Les pénuries de grains provoquent, par ailleurs, l'enchérissement des denrées alimentaires, ce qui, pour des familles qui connaissent le chômage, rend leurs conditions de vie particulièrement insoutenables et provoque des mouvements de grève qui, peu à peu, se politisent. En février 1917, la situation est telle que des troubles spontanés éclatent dans la capitale. Les bataillons militaires situés à Moscou refusent d'obéir au tsar, qui se retrouve dans l'obligation d'abdiquer. Cet abandon du pouvoir donne naissance à deux pouvoirs concurrents. Le premier est issu de la Douma et dénommé le gouvernement provisoire. Le second est issu du comité de Pétrograd, le soviet de Pétrograd, qui tire sa légitimité des délégués ouvriers et militaires de Pétrograd. Les ouvriers et le peuple russe souhaitent bien sûr une amélioration de leurs conditions de vie avec la liberté d'opinion, mais ils souhaitent en premier lieu un partage des terres agricoles et la fin immédiate de la guerre. Or, sur ce dernier point, les deux instances s'opposent. En effet, le gouvernement provisoire souhaite poursuivre la guerre, alors que le soviet, soutenu par la masse de la population, n'attend que la paix. C'est dans ce contexte qu'il faut parler ici de Lénine. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, est un intellectuel bolchevique qui revient en Russie en avril 1917 à la faveur de la libéralisation de l'opinion. Lénine publie une sorte de programme politique appelé les Thèses d'avril, dont voici les grandes idées. Il refuse la guerre et souhaite une paix immédiate. Il lutte contre le gouvernement provisoire. Il veut une remise de la totalité du pouvoir aux soviets. Il souhaite la confiscation des terres et des grands domaines et désire la nationalisation des banques et des usines. Ce programme est résumé dans le slogan « Pain, paix, terre ». En octobre, Lénine, très populaire, fomente un coup d'État dans la nuit du 24 au 25. La Russie devient alors soviétique. Au pouvoir, Lénine fait très vite paraître deux décrets. Sur la paix tout d'abord, qui prépare une paix séparée avec l'Allemagne en désaccord total avec les alliances conclues par le tsar, puis sur la terre, qui dissout les grands domaines agricoles pour les attribuer aux soviets. Il nationalise aussi des banques et certaines industries. Suite à ces deux décrets qui mécontentent beaucoup autour de lui, Lénine et la jeune Russie bolchevique se retrouvent en guerre avec ses voisins et en guerre civile. Une situation qui conduit le régime à prendre des mesures fortes, baptisées le communisme de guerre. Il instaure tout d'abord une terreur politique en pourchassant, traquant, arrêtant et déportant les opposants politiques. Puis il met en place une terreur économique en nationalisant la majeure partie de l'appareil productif russe. Enfin, il met en place une nouvelle armée sous le commandement de Trotsky, l'armée rouge. Il impose le service militaire obligatoire, ainsi qu'une discipline de fer. Fort de sa réussite en Russie, Lénine veut aider les révolutionnaires européens en regroupant dans une organisation commune destinée à remplacer la Seconde Internationale qui s'était discréditée en n'empêchant pas la guerre. C'est ainsi qu'en pleine guerre civile, le 2 mars 1919, il réunit à Moscou une conférence internationale qui décide de se constituer en troisième internationale, surnommée le Comintern. Lénine sort vainqueur de la guerre civile, la révolution est sauvée, mais le pays est exsangue et isolé sur le plan international. À la fin de la guerre civile, le pays est exsangue. Les paysans qui ont reçu en partage les terres des grands propriétaires manquent d'équipements pour produire de la nourriture pour tout le pays.
L'industrie manque de matières premières nécessaires pour produire et donc de nombreuses usines ferment, plongeant les ouvriers dans le chômage. C'est dans ce contexte difficile que Lénine décide la mise en place de la nouvelle politique économique, la NEP. L'idée pour Lénine est de permettre une relance du pays par le maintien du secteur privé dans certains domaines particulièrement limités. Cela touche en premier les milieux agricoles, puis les entreprises de moins de 21 salariés. Cette politique a un certain succès et permet une augmentation de la production agricole et une modernisation de la production industrielle. La NEP permet par ailleurs une avancée des droits. Le divorce est autorisé pour les deux conjoints, l'égalité devant la loi pour les enfants nés hors mariage, les avortements deviennent gratuits et enfin pour la première fois apparaissent des congés payés pour les grossesses. En 1922, Lénine et Staline créent l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui rassemble les 4 républiques de Biélorussie, d'Ukraine, de Transcaucasie et de Russie. La vision de Staline de l'unité du pays l'emporte. Les citoyens de cette nouvelle république fédérale sont avant tout soviétiques avant d'être biélorusses ou ukrainiens. La création de ce nouvel État et son organisation de plus en plus centralisée entre les mains du secrétaire général à l'époque Staline donne à celui-ci un pouvoir énorme sur les décisions, ce qui lui permet de placer ses fidèles au meilleur poste. En 1924, Lénine meurt sans désigner réellement de successeur. Une guerre interne s'ouvre entre les hommes forts du régime, Trotsky et Staline, qui s'opposent sur de nombreux points. Trotsky souhaite que les décisions soient prises par l'ensemble du parti, ce qui signifie la mise en place d'un parti plus démocratique. Staline désire la centralisation du pouvoir. Trotsky veut aider à la diffusion de la révolution partout dans le monde. Staline estime que le socialisme peut se bâtir uniquement à l'échelle nationale. Enfin, Trotsky défend le maintien de la NEP, quand Staline désire la mise en place d'une économie collective. En très bonne place au sein du parti et fin politique, Staline prend le pouvoir et se rend seul maître de l'URSS en 1928. C'est le début du régime stalinien. En résumé, en 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la Russie tsariste n'est absolument pas armée financièrement ni industriellement pour soutenir le long conflit qui se prépare, ce qui provoque en 1917 les révolutions russes. À la suite de la révolution d'octobre, un régime inspiré du communisme de Karl Marx est instauré sous l'égide de Lénine. Celui-ci réforme rapidement la société mais n'empêche pas le déclenchement d'une guerre civile et de conflits extérieurs. C'est l'entrée dans le communisme de guerre qui permet au régime de sortir vainqueur mais exsangue. Lénine mène alors une politique économique novatrice qui réintroduit un peu d'économie de marché dans l'économie planifiée qu'il souhaitait, ce qui permet une certaine modernisation du pays et certaines avancées sociales, entre autres pour les femmes. Le régime concentre le pouvoir entre les mains d'un homme, le secrétaire général du parti, Staline, qui à la mort de Lénine a toutes les cartes en main pour devenir le seul et unique chef de l'URSS.